Bonjour à tous et à toutes, dimanche 4 ou 5 mars, je ne sais plus, pas important. Euh, la dernière fois, que j'ai parlé de l'affaire Grégory, c'était fin décembre, je pense, à peu près 3 mois. Je vais pas redire ce que j'ai dit ce jour-là, ce serait redondant. Par contre, parce que je ne peux pas intervenir dans toutes sortes de débats qui ont lieu sur YouTube, parmi tous les experts, entre guillemets, les plus connus de l'affaire, je suis obligé, en fait, de passer par des audios, des monologues, pour pouvoir répondre, parce que bon, je ne suis pas invité à intervenir ou à poser des questions dérangeantes. Bon. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre l'affaire sous un autre angle que ce qui a déjà été dit. Un angle un peu, je vais pas dire extraordinaire, mais un angle qui peut aider à faire avancer les choses. Alors comme vous tous et toutes, on réfléchit, on voit qu'on arrive dans pas mal d'impasses. Et je reste convaincu que la solution à cette affaire, elle réside dans des réflexions basées sur la simplicité. C'est-à-dire que je reste convaincu que les points de détail dans lesquels tout le monde s'engouffre, comme encore hier, j'ai entendu une discussion sur le sac poubelle vert, le sac poubelle bleu à Dossel, 17h30, ou pas 17h30, on fait des chronos, enfin bon, vous voyez, on se lance dans des choses très très techniques qui dépendent de toute une série de paramètres dans lesquels on n'a pas les tenants et aboutissants, puisqu'on ne sait pas à quelle heure et que finalement ce corps a été mis à l'eau. Parce que soit ce sac bleu à Dossel, c'était le petit Grégory, et alors il a été mis à l'eau beaucoup plus tôt que ce qu'on le croit, ce qui chamboule toute l'affaire. Soit c'était vraiment un sac poubelle. Bon, c'est un heureux hasard si c'était un sac poubelle. Ça veut dire que le même jour où on trouve le petit Grégory, une femme voit un sac bleu à 17h30 quand elle passe par le pont, au même endroit que là où on l'a retrouvé. C'est un peu gros. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, et essayez tous et toutes de sortir de vos partis pris, de vos amours, vos désamours, etc. Il faut vraiment rester dans des principes très 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 simples. Première chose, dans ce genre d'affaires, pour ceux qui suivent de nombreuses affaires résolues ou irrésolues, hein, je vais pas vous faire la liste, elle est tellement longue, hein, l'affaire Fiona, l'affaire Bennett aux États-Unis, l'affaire McCann au Portugal, etc., 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 ribambelle d'affaires. On remarque en général, sauf exception, ce genre d'histoires, ce sont des histoires intrafamiliales. Ce sont des histoires qui sont en général reliées au père, à la mère, aux frères et aux sœurs, au mari, à l'épouse. Bon, ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de ça. Et quand on ne trouve pas la solution, on cherche au forceps. Et alors évidemment, on doit échafauder des trucs très, très tordus. Vous savez, dans l'affaire McCann, au Portugal, c'est un peu la même histoire. Oui, mais truc, oui, mais machin, oui, mais comment ça se fait que là, oui, mais il y avait un pédophile qui habitait pas loin, oui, mais on l'a pas vu, oui, mais ceci, il aurait pas pu ceci sans que cela. Enfin, et alors on en vient à devoir faire des explications et des comment dirais-je, des hypothèses ultra complexes. Bon. Alors, pour revenir ici à notre affaire, ce que je me suis dit à un moment donné, et que je voulais partager avec vous, c'était qui a donné des témoignages neutres et qui a fait des témoignages biaisés. Je m'explique. On constate dans cette affaire, c'est assez particulier, que toute une série de gens sont manifestement pas neutres. Parce que, ils sont dans une position ce jour-là
qui fait qu'ils ne peuvent pas être neutres. C'est pour ça que je pense que, dans l'affaire Grégory, il est important d'éliminer totalement, je souligne, les témoignages de gens qui sont dans des situations où ils sont quasiment obligés de mentir. Je pense par exemple à Madame Clandon et son amant, le gendarme qui n'était pas censé être là, etc. Ces deux personnes-là, vu la situation, disent des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et ils disent tout et son contraire. Oui, mais non, non, mais oui. On a vu, mais on l'a pas vu. Ah, c'était peut-être ça, c'était peut-être ci. C'est ultra flou, c'est ultra compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils devaient cacher leur situation, qui était que ce ex-gendarme ou gendarme, je ne sais plus, n'était pas censé être chez Clandon avec elle. Donc, bien entendu, il ne peut pas s'attendre de ces gens d'avoir des versions qui tiennent la route. Et alors, si on prend ce principe sur beaucoup d'autres témoignages, on se rend compte que c'est important, ce mécanisme de pensée. Par exemple, la nourrice, Jaco. C'est pas quelqu'un de neutre. Elle s'est trompée plusieurs fois. Elle a dit dans les dépositions, je ne savais rien, à part qu'on avait un peu forcé la porte de Christine. À part ça, elle était très secrète. Et puis à la télé, on l'entend, ah oui, elle avait des lettres anonymes, elle était menacée. Bon, elle est au courant. Donc, Jaco était pendant 5 ans, la voisine de Christine dans les tours HLM. C'est tout sauf une personne neutre. C'est une amie intime qui garde son enfant depuis qu'il est né. Vous comprenez? C'est important. C'est pas anodin ce que je dis là. Les gens, oui, alors... Non, c'est pas anodin. On a affaire à une amie intime, profonde, de longue date, qui connaît vraisemblablement, connaissant un peu les femmes, qui connaît vraisemblablement tous les secrets de Christine. Et qui fait comme ça l'espèce de nounou. Oui, je ne sais pas, elle disait rien, elle cachait tout. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que dans cette affaire, si on veut voir un minimum clair, il faut avoir la discipline de dire j'écarte tous les témoignages des gens qui sont pas neutres. Parce que sinon, ça devient illisible. Et on voit bien qu'on est face à des paradoxes. Par contre, Madame Guyot, à Dossel, qui dit avoir vu un sac poubelle à 17h30 et que, elle s'y est pas attardée parce qu'elle devait aller vite au catéchisme de sa fille. Et puis, après, dès qu'on a retrouvé le code Grégory, elle a dit, ah, mais c'était ça le sac bleu que j'ai vu. Madame Guyot, elle a aucun intérêt à inventer cette histoire. Aucun intérêt à mentir, elle n'a pas cherché à tirer des profits de ça, elle a pas reçu des journalistes, vendu des livres, je ne sais pas quoi. Madame Guyot, elle a juste, dit un peu de manière honteuse, j'ai vu, j'ai pas fait le rapprochement, etc. Là, c'est intéressant, comprenez? Là, c'est intéressant. Alors on me dira, parce que c'est ça, tout le problème de l'affaire Grégory, pour moi, je vais pas tourner autour du pot, hein, parce que on l'a assez fait, je vais pas tourner autour du pot. Si il y avait pas le premier témoignage de Muriel Boll, honnêtement, moi j'ai une vision plus ou moins claire de ce qui s'est passé. C'est une affaire intrafamiliale entre Grégory, sa mère et son père. Ça, c'est ma conviction. Le problème, c'est qu'il y a le témoignage de Muriel, qui vient tout dynamiter. Sans ça, il faut pas être Einstein, je l'ai déjà dit, pour comprendre que c'est une affaire de famille. Christine, très malheureuse d'être dans la région, déteste la famille de Jean-Marie, elle s'emmerde tous les dimanches à aller bouffer chez eux, entendre leurs histoires de carmons, de gens à moitié ivrognes et dégénérés, etc. Elle veut se casser de là, elle en peut plus. Lui, au contraire, il prend racine, il devient contremaître,
il fait un crédit pour son pavillon, il s'installe, il va agrandir, il fait des travaux, il y a le gosse, etc. Elle panique, elle est occupée à s'asphyxier, elle en peut plus, etc., etc. Et la suite, c'est clair, quoi. Je veux dire, voilà, elle prend l'enfant à l'école, on sait pas trop ce qui se passe. Puis on veut nous faire avaler l'histoire complètement délirante, hein. C'est parce que Jean-Marie attire la sympathie qu'on dit que c'est pas délirant. Mais pour moi, tout ce qui relie à Jean-Marie est délirant. Voilà, c'est délirant. Mais ça passe parce que le gars, on voit qu'il souffre, on a pitié, il est comme ça un peu compassionnel. Mais c'est délirant. Quand il dit, on m'a prévenu à 17h40 à l'usine que le petit avait été enlevé, je suis revenu à la maison. Ça veut dire 10-15 minutes de son lieu de travail pour venir juste chercher une carabine. Il repart immédiatement. Et 10-15 minutes après, il arrive chez les Jacquel. Et là, parce qu'il a vu des 4L, il rebrousse chemin. Et je rappelle que chez les Jacquel, c'est pas loin de son travail. Donc il a fait toute une boucle pour aller chercher son fusil, pour au final dire il y avait des 4L, j'ai fait marche arrière, je suis reparti. En fait, ça, pour moi, je vous le dis franchement, cette histoire de Jean-Marie, cette histoire-là, je dis bien cette histoire-là, est une fumisterie. C'est une fumisterie. C'était pas ça l'objectif. Un homme inquiet pour son fils qui a disparu, qui est convaincu que c'est les Jacquel, il fonce son travail chez les Jacquel. C'est à 5-10 minutes de son travail, il fonce. Il va pas rentrer chez lui, chercher un fusil et revenir en arrière, et puis au final, même pas s'arrêter parce qu'il a vu 2 4L. S'il était vraiment inquiet pour son fils, il laisse son flingue dans la voiture, et il va chez les Jacquel pour entendre justement ce que les gendarmes y font. Il va pas repartir. Donc ça, c'est une fumisterie. Ça fait partie dans l'affaire Grégory, pour moi, d'une fumisterie qui cache quoi, je ne sais pas, ça cache quoi. Je sais pas, je vais pas faire des hypothèses. Je dis juste que cette histoire-là, de Jean-Marie qui prend son fusil et qui part chez les Jacquel et qui n'y rentre pas et qui revient, est une fumisterie. Point. Comme l'affaire de la porte cassée la nuit chez Christine, machin, c'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie. Ça tient absolument pas debout parce que si c'est le cas, à ce moment-là, elle doit être armée. On appelle la police. C'est quelque chose de grave. Je veux dire, mettez-vous en situation, s'il vous plaît. Vous avez un enfant chez vous et la nuit, on vient, vous entendez des pas dans le gravier devant chez vous et on vient et on casse la vitre de votre porte. Et puis quand vous ouvrez, vous voyez une ombre qui s'enfuit, je sais pas trop où, au milieu des champs. Bon, si c'est le cas, c'est la guerre. C'est-à-dire, c'est la guerre, ça veut dire chien de garde, système d'alarme, flingue, police, plainte, surveillance, perquisition. C'est la guerre. C'est pas un truc, ah ben oui, pas de chance, on a fracturé ma porte, tiens, bizarre. Bon. Et moi, ce qui me dérange, et de nouveau, je vais être franc et direct avec vous, c'est que, en fait, dans le cas de Christine et Jean-Marie, nous sommes dans une succession de fumisteries. Une succession d'histoires abracadabrantesques qu'il faut avaler, quoi. Les unes derrière les autres. Alors, il y a l'affaire Jacquel avec le fusil, il y a l'affaire la porte cassée la nuit, et puis il y a l'affaire du jour de l'enlèvement, où on doit aussi avaler. C'est-à-dire, j'étais à l'intérieur, j'ai mis le petit dehors après qu'il ait été 2 semaines avec un gros rhume chez ma mère à Bruyères. Je l'ai mis dehors tout seul. Je me suis enfermé parce que j'avais du repassage, j'ai mis RTL les grosses têtes à fond, et j'ai gardé les volets fermés pendant 10-15 minutes. Et il faut avaler la sauce, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quoi que vous en pensiez, il faut quand même admettre que toutes ces histoires racontées finalement par Christine, je m'excuse, hein, par Christine, ce sont des histoires un peu tirées par les cheveux, quoi. C'est un peu des histoires bizarroïdes. Moi, je veux bien, mais au final, j'entends pas beaucoup d'autres personnes dans cet endroit, dans cette affaire, qui racontent des histoires de ce genre-là. Les histoires d'aller crever les pneus de je sais pas qui, de Jackie, c'est étrange, quoi.
Alors au final, moi, ce que j'ai un peu peur, je vais vous dire la vérité, ce que j'ai un peu peur, c'est que on est pris par nos impressions de base, c'est-à-dire, oui, en fait, Jean-Marie, Christine, c'est un couple moderne, c'est un couple victime, au milieu d'ivrognes, de gens avec des sombres secrets, Marcel et Jacqueline Jacob, Bernard Laroche et Marie-Ange. On voit que c'est des personnages mal dégrossis. On voit que c'est des personnages de campagne, quoi, qui sont avec des ressentiments, des vengeances. On aime bien picoler. On est là, chef un petit verre, on a soif. C'est la danse des canards et compagnie. On a compris le profil des gens qui sont là-bas. Et c'est vrai que Christine et Jean-Marie dénotent pas mal. Mais à un moment donné, moi, ce que j'ai un petit peu peur, en fait, c'est qu'on confonde gens du peuple, gens simplets, gens un peu ivrognes, gens avec des petites guéguerres, comment ça s'appelle enfin, ceux qui disent le chef, il est contre-maître, les communistes, les ceci, les droits des ouvriers, les syndicats, enfin, tout ce microcosmos. Bon, c'est une chose, oui, on connaît tous des gens comme ça. Des gens un peu, un peu simplets, quoi, un peu brut de décoffrage, comme on dit. Bon, mais il y a une différence, et c'est ça que j'ai peur. Il y a une différence entre être quelqu'un de simplet, d'être quelqu'un un peu porté sur la bouteille, d'être quelqu'un qui a un peu les mains baladeuses lors des fêtes de mariage, et quelqu'un qui tue. Surtout qu'ici, on parle pas d'un meurtre à la barbare, je vous le rappelle. On parle pas de je suis venu, j'ai tiré une balle dans la tête du gamin, je sais pas quoi, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de nouveau, de très tordu. Ça se répète, les trucs tordus. Tordus comment? On te dit, quelqu'un a remonté la rue des Champs à pied en plein jour, il s'est retrouvé nez à nez avec Grégory, Grégory, manifestement, l'a suivi, sans prévenir sa mère, sans que personne ne voie et n'entende rien. Il redescend la rue des Champs, il endort le gamin, il le tue, et puis, vu qu'il y a tellement de temps, que c'est tellement relax, ce gros barbare avec des mains mal dégrossies s'amuse à lui faire des nœuds et des cordes aux pieds, aux mains, avec le bonnet, va le jeter dans l'eau, à la maison des pompiers, devant tout le monde, en plein jour, à Dossel. C'est de nouveau délirant. C'est comme l'histoire de la porte cassée, c'est comme l'histoire de Jean-Marie qui va chez les Jacquel avec un flingue, c'est délirant. Par contre, ce qui est pas délirant, parce que là, on sait que c'est arrivé, c'est qu'on a un homme qu'on a laissé armé, complètement fou, mais bon, bref. On a un homme armé qui décide de faire justice lui-même et qui dit, avant de tirer, à cause de toi, ils sont tous sur la Christine. Il dit pas, je viens venger mon fils. Il dit pas, c'est toi le tueur de mon fils. Il dit, à cause de toi, ils sont tous sur la Christine. Et ça, on sait que c'est arrivé. Il y a des témoins, Marie-Ange, Sébastien, le frère de Marie-Ange. Il y a un mort, Bernard Laroche. Il y a des aveux. Bon, voilà, Jean-Marie a assumé son... Et c'est arrivé, je le rappelle, au moment où Christine était à l'hôpital. Et elle était entourée de suspicions d'être responsable de ce qui est arrivé. Donc moi, je m'excuse. Les histoires de Clandon, le gendarme, Jaco, tous ces gens sont hors jeu. Ils mentent, ils connaissent, ce sont les voisins, ce sont des gens en fait qui vont pas parler librement parce qu'ils sont les voisins des Villemains, ils sont des amis des Villemains, ils cachent eux-mêmes des secrets, etc. Mais tout ce que je viens de dire là, ça se tient plus ou moins. On voit bien qu'il y a des incohérences, des histoires incroyables. Mais alors, il y a peut-être une espèce de chance divine pour Christine et Jean-Marie. Il y a le témoignage de Muriel. Et il y a le foulage
des lettres du corbeau, dont le gendarme a dit que c'était signé LB ou BL, je sais plus, enfin Bernard Laroche Bernard, peu importe. Et c'est ça qui vient en fait tout complexifier. Parce que sinon, ben, c'est une histoire qui serait beaucoup plus simple, à mon avis, surtout s'il y avait de l'ADN, etc. Bon, bref. Alors voilà, ici, pourquoi, là aussi on est dans des histoires bizarres, hein, pourquoi Muriel a dit, il est venu me chercher, on a fait ci, on a fait ça, et puis elle a dit non, mon beau-frère est innocent, il est innocent, elle le dit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Marie-Ange s'est précipitée le lendemain matin à l'épicerie pour téléphoner? C'est ça qui vient mettre la pagaille dans cette affaire. Mais, je l'ai déjà dit et je le redis, il ne faudrait pas avoir la paresse intellectuelle de croire que des petites guéguerres familiales avec des coups de téléphone, Albert s'est pendu, je t'envoie un corbillard, etc. Il faudrait pas croire que des affaires de petites guéguerres villageoises entre gens qui, quand ils ont bu un verre de trop, font un peu des conneries, soient automatiquement liées à une affaire d'enlèvement bien ficelée, bien organisée, avec des cordes, avec des enlèvements, etc. Parce que, à nouveau, dans les histoires farfelues, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire ici, vous pouvez rajouter une autre histoire farfelue. C'est pas fini. Une autre histoire farfelue, c'est qu'on nous dit, le kidnappeur kidnappe Grégory en plein jour, va mettre une lettre à la poste, va jeter le corps à Docelle devant tout le monde en plein jour, et il va encore s'emmerder à aller appeler Michel à 17h32 pour reconfirmer ce qu'il dit dans la lettre. Eh ben, dis donc, c'est un kidnappeur qui a drôlement pas peur de se faire attraper, qui a drôlement pas peur de s'arrêter à la poste, à une cabine téléphonique. Il en rajoute, hein, le gars. Alors que si moi, j'en veux à Christine et Jean-Marie, et je veux les punir à travers leur enfant, parce que je suis un fou, je suis un assassin, ben... je prends... il y a plein de scénarios. Tu peux arriver dans le pavillon la nuit, tu assommes Christine, tu violes Christine, j'en sais rien. Tu prends l'enfant et puis tu vas dans la grande forêt alsacienne derrière, tu tues l'enfant et tu le mets sous un tas de branches et de feuilles et on le retrouve 10 ans plus tard. Ici, clairement, il y a quelqu'un qui a tué cet enfant qui a voulu connecter les affaires de Corbeau de force, en écrivant une lettre et en téléphonant à Michel, qui ont voulu le connecter de force à cette histoire qui était enterrée depuis 18 mois. Des petites guéguerres familiales, je suis pas un bâtard, et le machin. Bon, ici on est dans une autre dimension, mais on a voulu connecter les choses pour faire croire que ce meurtre bien ficelé et qui est tout sauf un meurtre barbare a été fait par la personne qui téléphonait et écrivait ces lettres. D'où la confusion. Si vous mélangez les témoignages de gens qui connectaient avec les allées-venues de Muriel Boll, avec les lettres du corbeau, les coups de téléphone, etc., ben vous êtes complètement perdus. Et voilà pourquoi, 30-40 ans plus tard, nous sommes tous perdus. Parce que on prend tout ça sur un pied d'égalité et on dit pas à un moment donné, ça tient pas debout, ça c'est pas neutre, ça c'est pas crédible, etc. Moi je pense, franchement, que le témoignage de Mme Guyot est neutre, est désintéressé, et je pense qu'elle a vu le petit Grégory à 17h30 sous le pont. Ça c'est mon avis. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens autour qui mentent. Ils mentent sur les horaires, ils mentent parce qu'ils sont copains avec un tel et un tel, ils disent tout et son contraire. Peut-être un qui ne ment pas, franchement, c'est M. Collin qui balade son chien. M. Collin voit passer Christine à 17h en voiture, il parle avec la femme là en bas, et puis il remonte la rue parce qu'il balade son chien. Et quand il passe devant chez Christine à 17h, je sais plus, 5, 10 par là,
Il dit, je n'ai vu ni voiture, ni Grégory, ni personne. J'ai rien vu. D'habitude, le petit courait pour venir jouer avec le chien. Il n'est pas venu, on l'a pas vu. C'est tout. Ça, je veux bien croire. Le Colin, Guyot, etc. Mais tout le reste, oui, on a vu une voiture, il y avait une rousse, oui, on les a croisés, mais en fait, les vaches, on les a sorties en retard, mais trop tôt, mais trop tard, mais parce que ceci, et le gendarme, mais bon, ça non, c'est pas des gens qui vont dire la vérité, ils sont eux-mêmes en infraction, dans des mensonges, des adultères, etc. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut dissocier les témoignages neutres des témoignages véritablement intéressants, désintéressés. Et il faut aussi admettre, il faut l'admettre, ça c'est quand même important intellectuellement de l'admettre, de dire toutes les histoires racontées par Christine et Jean-Marie sont des histoires qui s'apparentent à des fumisteries. Très compliquées, très bizarres, très obscures, sans queue ni tête, et bon, une fois d'accord, 2 fois passe encore, mais 3, 4, 5 fois ça fait beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont les responsables. Ça veut dire qu'ils ne disent pas toute la vérité, ils inventent des histoires. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, force est de l'admettre. Voilà, j'écoute vos commentaires, nous pouvons en discuter, mais je voulais vraiment insister là-dessus. À très bientôt, merci.